C'est ça qui a fait l'objet de petites mésententes au départ avec ma bien-aimée Fofana. Maintenant, on se comprend. C'est-à-dire que j'ai demandé ici plusieurs fois qu'il ne faut pas que les forces populaires panafricanistes au Mali se fassent voler leur révolution par les réactionnaires déguisés en opposants. J'ai tout dit ça ici. C'est la question que Moloko est en train de parler. Il faut bien que les Fofana là prennent le pouvoir. Je suis très content aujourd'hui quand j'entends parler qu'à la télévision malienne, on remet Modibo Keïta. Mais voilà le Mali qui se réconcilie avec sa tradition panafricaniste qui est multiséculaire. Le grand pays qu'on appelle Mali mérite mieux que la plupart des politiciens qu'on a vu défiler à la tête de ce pays jusqu'à présent. Je suis désolé de dire ça. Monsieur Moloko est en train de poser un véritable problème. Si Ibeka est parti, et que la junte a pris le pouvoir, bon, on l'appelle junte. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle junte. En tout cas, on va utiliser ça comme ça pour le moment. Oui, parce que la junte, on l'appelle junte, mais les membres du MCN disent que les militaires sont en symbiose avec les militaires. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, vous les appelez autrement. Bon, ils disent que c'est entre guillemets. Donc, les militaires vont organiser des élections. Ils ont promis, ils vont partir. Oui. Mais est-ce que les forces révolutionnaires, les forces panafricanistes, les véritables forces populaires, progressistes du Mali, sont-elles solidement organisées plus que les réactionnaires qui sont cachés comme étant leaders politiques de l'opposition? Madame Fofana et les autres, c'est à eux de résoudre ça. Très bien. Nous, on tire seulement l'intention. C'est à vous de résoudre cette contradiction fondamentale. On risque de voir la révolution voler. Et c'est contre ça que nous nous battons depuis par rapport au Mali. Fofana sait très bien. Moi, j'avais, il y a 10 ans ici, j'avais mis en garde des Maliens contre Ibeka. Et très fortement, certains Maliens appelaient pour les insulter. J'ai dit que faites attention avec Ibeka, ce monsieur-là. Il n'est pas digne du Mali. On l'avait dit ici à l'époque. Vous vous souvenez à l'époque? Oui. On l'avait dit ici à l'époque. 2012, 2013. Alors, donc, la vérité, c'est quoi, Bachir? C'est que beaucoup de politiciens maliens, toutes tendances confondues, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup, ont joué avec le jeu de la France. Ils ont joué avec la France. Voilà pourquoi je dis qu'une bonne partie est parisienne. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais qu'il faut s'assurer que les Parisiens ne prennent pas le contrôle de ce mouvement. Dieu merci. Au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons que les forces panafricanistes s'organisent de mieux en mieux pour essayer, n'est-ce pas, de veiller pour qu'on ne dévoie pas leur révolution. Ça, c'est un. Lorsque le doyen Suleiman Koné nous dit que la justice, Ibeka doit répondre de ses actes, je suis d'accord. Mais quand est-ce que la France répondra de ses actes au Mali? Si vous jugez Ibeka, jugez aussi la France. Il faut laisser les affaires que c'est un partenaire. Nous sommes en guerre avec la France. Donc si aujourd'hui, les nouvelles générations africaines ne mettent pas le débat à ce niveau, et on continue à tolérer les crimes de la France en Afrique, vous allez juger les moineaux pour laisser le vrai criminel. Monsieur Ibeka n'était qu'un pion de petit niveau de la France. Donc oui, il doit répondre de ses actes, mais il est temps que la France réponde de ses crimes en Afrique. Et c'est le combat des panafricanistes. Et la France répondra, ma chérie. C'est une question de temps. J'avais dit ici que la France va perdre même l'Afrique de l'Ouest. Elle croyait qu'elle a conquis l'Afrique de l'Ouest, qu'elle était en terrain neutre, en terrain conquis, pardon, en faisant croire que non, vraiment, là-bas il y a l'intégration. Nous avons dit que même là-bas, la France, vous allez perdre. Parce que la France a un problème avec l'histoire, ma chérie. L'Occident a un problème avec l'histoire. L'Occident et la France ont un problème avec l'histoire. Et c'est pour ça que maintenant, pour venir à votre question, je considère maintenant comme historique ce que je suis en train de voir. Quand je vois la Russie de plus en plus se rapprocher et que les militaires discutent avec la Russie, quelque chose d'historique est en train de se produire. Le doyen Suleiman Koné dit que la Russie a été toujours en coopération avec le Mali. Ce n'est pas de coopération qu'il s'agit. Parce que malgré la présence russe, la France est venue créer une capitale à Gao. Hein? Monsieur Macron débarque à l'autre côté, il convoque le président du Mali à Gao. Et Ibeka sans aucune unité, il va aussi là-bas. Il va voir monsieur Macron. La France est en terrain conquis. Aujourd'hui, c'est la diversification des partenariats, au sens noble du mot. Et c'est une étape fondamentale dans le combat. Dans les conditions actuelles, au regard de la partition de fait du Mali, organisée par la France et ses complices politiques maliens, n'est-ce pas? Le Mali a besoin d'une diversification stratégique de ses partenariats pour foutre la France dehors, n'est-ce pas?
et reprendre l'entièreté de ta souveraineté. Et ça permet de remettre sur la table, Bachir, la question de la souveraineté. Le doyen qu'on a eu raison de rappeler ça. Il ne s'agit pas ici de partir d'un jour à un autre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas possible. Vous comprenez, mon cher Bachir? Il faut rappeler que la souveraineté est globale. Elle a toujours été globale, mon cher Bachir. Ça veut dire quoi? L'histoire enseigne que les pays africains ont conquis l'indépendance toujours dans le cadre du mouvement internationaliste. Ça veut dire que c'est un partenariat. C'est en co-convergence, c'est en convergence avec l'internationalisme. Lui, Michel comprend ça très bien. Ouais. Que les pays africains ont conquis l'indépendance. Quand je parle d'internationalisme, c'est dans ces variantes cubaines, russes et chinoises. C'est dans ces différentes variantes-là que les pays africains ont conquis leur souveraineté. Donc, être en partenariat avec la Russie, que la Russie s'implique, ça ne remet pas en cause la souveraineté du Mali. Parce que l'histoire du combat de libération des pays africains se confond avec l'internationalisme, dont la Russie a été, pour ne pas dire la tête de file, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité. Oui. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun compte à rendre dans la France par rapport à ça. Il n'y a pas à rougir une seule seconde de la présence russe. Au contraire, la présence russe, dans les conditions géopolitiques actuelles, est un signe de progressisme. Ça montre que les Maliens sont sur la bonne voie. Et nous saluons ça. Nous saluons la présence russe. Elle doit s'impliquer davantage. Il faut mentir les gens. Aujourd'hui, l'État malien, là, il est pratiquement inexistant. En l'état actuel, comment est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce que l'État malien va faire pour résister à la France? Il ne faut pas raconter les histoires. Et on a besoin de soutien russe, monsieur. On a besoin de soutien, et ça ne peut pas être un soutien colonial. C'est impossible. Dans les conditions actuelles, la Russie n'est pas en mesure de coloniser un pays africain. Il ne faut pas raconter les histoires aux gens. C'est impossible. Parce que les conditions ne le permettent pas. La Russie a plutôt intérêt aujourd'hui à favoriser la libération des pays africains. Comme elle avait fait hier. Elle doit le faire encore mieux aujourd'hui. Parce que l'intérêt fondamental de la Russie, c'est que les pays africains sont libres. Sinon, Bachir, au niveau international, le retour de l'Occident, qui aura réussi dans la colonisation de l'Afrique, va être payé très cher par la Russie. Aïe. Et la Russie a à sa tête un génie de la géopolitique. Il comprend ça très bien. Voilà pourquoi il a compris qu'il faut s'appliquer en Afrique. Donc moi, je salue très bien la présence russe. Je termine par une précision, mon cher Bachir. À la suite du doyen Koné, la CEDEAO, même sur le plan légal, mon cher Bachir, n'est pas fondée à venir intervenir au Mali. Même sur le plan de la légalité démocratique. Tout à l'heure, on n'a pas permis d'aller au fond. J'avais réservé ça pour la fin. Je le dis maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan juridique, IBK a démissionné. En démissionnant, il a perdu tous les droits, toutes les intangibilités juridiques liées à sa fonction. On parle de quoi? Donc, le pouvoir de la junte au Mali n'est pas illégal. Même si cette démission est présentée par ses partenaires comme étant sous contrainte. On va en parler, mon cher Bachir. Oui. Donc, il faut d'abord dire que tous les juristes, le Mali a des grands juristes. Tout à fait, on en connaît d'ailleurs. C'est clair, le pouvoir actuellement de la junte n'est pas illégal. Peut-être qu'elle a besoin d'une notion, entre guillemets, parlons comme ça, électorale, pour faire plaisir. Hein? Comme nous sommes ce que nous sommes là, on veut faire plaisir à la mode démocratique, néocoloniale. Hein? Mais le pouvoir des militaires n'est pas illégal parce que IBK, le président, a démissionné. Un. Deux, il a dit qu'il ne regrette rien. Il n'a pas parlé de la contrainte. Vous comprenez? Il a démissionné, mon cher Bachir. Donc, sur le plan juridique, il a remis son pouvoir à zéro. Donc, de quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle? Le président IBK, il a démissionné. Ça veut dire qu'il a pris acte, il le dit lui-même, il a pris acte qu'il est impossible pour lui de continuer à gérer. Vous comprenez? Oui. Donc, or, la gestion d'un État implique non seulement l'impérium juridique, n'est-ce pas, de la Constitution, en tant qu'incarné par le président, mais aussi, mon cher Bachir, que l'une des matrices matérielles de la Constitution, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, quand le président lui-même dit que bon, je ne peux plus gouverner et il transfère le pouvoir à l'armée, mon cher Bachir, c'est que, n'est-ce pas, en tout cas, bref, IBK a démissionné. Point. Très bien. Monsieur Ouattara, le président Ouattara, ne peut pas vouloir remettre IBK au pouvoir. On parlera de la Côte d'Ivoire dans 3 ou 4 minutes. Ouais, on parlera de la Côte d'Ivoire. On veut le mettre au pouvoir IBK malgré lui. Il a dit qu'il veut pour le pouvoir, il est fatigué. Oui. Il a dit ça. Il veut vaquer à autre chose, il veut se reposer. Et puis, il a des problèmes de santé, il veut se soigner. Maintenant, le président Ouattara, voyant sa propre chute, dans la chute du président IBK,
veut maintenant ramener Ibeka au pouvoir contre Ibeka. Bon, c'est une aventure sans lendemain, mon cher Bachir. Merci, aventure sans lendemain, c'est ce que vous